Bonjour, on se retrouve pour cette partie 2 du thème 6 sur les choix stratégiques de l'entreprise. Alors, vous avez vu sur la partie 1 comment on pouvait réaliser un diagnostic stratégique avec un diagnostic interne, un diagnostic externe et une synthèse qu'on retrouve dans le fameux SWOT, opportunité, menace, force, faiblesse. Dans cette deuxième partie, on va plutôt chercher à analyser les choix stratégiques de l'entreprise et à identifier à partir d'un contexte quels sont les choix qui ont été réalisés par les entreprises. C'est parti! Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser au processus de prise de décision. On est sur un mélange ici de management, de psychologie et de sociologie, car en réalité, il y a différentes écoles de pensée sur la prise de décision de l'entrepreneur, du dirigeant, la prise de décision dans une organisation. Et on va voir tout de suite qu'il y a déjà différents niveaux de décision. On y va. Alors, concernant les différents types de décisions. Dans toute organisation, il y a 3 niveaux de décision que l'on retrouve de manière systématique et qu'on retrouve dans toutes les organisations, dans les entreprises, mais aussi dans toutes les associations et dans toutes les administrations publiques, tout type d'organisation. Alors, il y a d'abord les décisions opérationnelles qui représentent les actions quotidiennes. Elles sont facilement réversibles, fréquentes, courantes et elles n'engagent pas l'entreprise de manière très forte. Il s'agit d'actions qui sont plutôt sur le court terme et limitées et elles peuvent être prises par tous les niveaux hiérarchiques, du plus petit au plus élevé. En 2, on retrouve les décisions tactiques ou décisions de pilotage. Elles engagent l'entreprise à moyen terme. Un moyen terme dans une entreprise, c'est 3 à 5 ans. Et elles sont réversibles et elles sont prises plutôt par le niveau hiérarchique intermédiaire ou supérieur. Quand c'est un niveau intermédiaire, eh bien, elles sont supervisées par un niveau hiérarchique supérieur. Ce sont des décisions, par exemple, prises par le directeur d'un réseau d'agences de voyage. Elles ont un coût un peu plus élevé que les décisions opérationnelles qui, elles, coûtent peu cher, voire rien. Et puis le troisième niveau, le niveau qui nous intéresse dans ce cours, c'est le niveau 1, le niveau des décisions stratégiques. Donc là, ce sont des décisions complexes qui vont engager l'entreprise sur du long terme et elles sont très difficilement réversibles. Elles sont plutôt rares, coûteuses, elles mettent du temps à être mises en œuvre et donc ce sont des décisions extrêmement importantes car souvent elles vont impacter la pérennité de la vie de l'entreprise. Donc ce sont des décisions extrêmement importantes. Alors, le décideur, celui qui prend les décisions stratégiques et les décisions importantes dans l'entreprise et dans l'organisation, est-il un être rationnel? Vous vous rappelez, on a déjà évoqué ce concept d'un homo economicus, un homme parfaitement rationnel qui prendrait des décisions parfaitement rationnelles dans un monde transparent. Eh bien, Herbert Simon, prix Nobel d'économie dans les années 70, a développé une pensée un peu contradictoire et remet en question cette idée d'un décideur parfaitement rationnel. D'abord, il apporte le concept de rationalité limitée. Retenez bien ce concept, la rationalité limitée par Herbert Simon. C'est un concept qui a démontré qu'en réalité, les choix du décideur ne sont pas parfaitement rationnels, qu'ils sont intégrés dans un contexte économique et un contexte personnel. Donc, toutes ces contraintes extérieures et internes viennent limiter la cohérence des décisions. Donc,
décideur va choisir non pas en fonction d'une parfaite rationalité, mais en fonction des contraintes qui sont les siennes. Par exemple, une contrainte de budget, une contrainte réglementaire, une contrainte de temps limité, et puis également sa personnalité, et moi j'ajouterais ce qu'il vit aussi à titre personnel. À un moment, cela va impacter la manière dont il va prendre des décisions. Herbert Simon ne s'est pas contenté de dire que le décideur, le dirigeant d'entreprise n'a pas une rationalité parfaite. Il a également analysé et démontré que une décision était un processus complexe qui se décomposait en 3 étapes, 3 phases que vous avez ici à l'écran. Une première phase qui est la phase d'intelligence, c'est-à-dire une phase où on prend conscience du problème, et une phase où on va chercher de l'information pour analyser et comprendre le problème que l'on doit résoudre. Une deuxième phase qui est une phase de modélisation où on va chercher les solutions envisageables, concevoir les solutions envisageables et les étudier pour les comparer. Et on arrive à la phase de choix où on va choisir une solution qui sera plutôt la moins mauvaise possible plutôt que forcément la meilleure. D'accord ? Et cette décision, ce choix va se faire en fonction des contraintes qui s'exercent à la fois sur l'organisation mais aussi sur le décideur. Donc voilà, un petit peu une remise en question de la partie, comment dire, rationnelle du décideur et d'un concept classique hein, et linéaire, comme quoi eh bien, on anticipe et puis on va analyser de façon rationnelle, qu'on aura accès à toutes les informations, etc. Bon, la réalité est plus complexe. Il y a un dernier élément dont je voudrais vous parler, c'est que le décideur n'est pas seul dans son entreprise, il est dans un environnement avec des personnes, et à ce titre, en fait, il y a tout un système de groupe et tout un système de jeu de pouvoir qui s'instaure dans l'entreprise, et donc les décisions du dirigeant sont également impactées par ces jeux de pouvoir autour de lui et dans l'entreprise qui vont amener une idée plutôt qu'une autre, un choix ou une solution plutôt qu'une autre, car ça va aller dans l'intérêt d'un petit groupe dans l'entreprise. Et donc il y a toute ce mélange, donc les contraintes extérieures, les contraintes personnelles et humaines du décideur lui-même, les contraintes des effets de groupe et des jeux de pouvoir au sein de l'organisation, tout ça va limiter la rationalité des décisions dans un terrain réel d'entreprise et d'organisation. Alors, troisième partie concernant la décision. On va parler maintenant d'un autre auteur qu'on a déjà évoqué dans le cadre de la structure de l'organisation et de comment est-ce qu'on structure les services un petit peu. On a parlé d'Henri Mintzberg. Donc c'est un théoricien majeur de la stratégie d'entreprise et concernant la prise de décision, son apport est extrêmement important car notamment c'est un apport qui critique et en tout cas relativise énormément ce qu'on appelle le MPO, c'est-à-dire le management par objectif. Dans un environnement économique stable, certains auteurs avant Mintzberg ont développé ce concept du management par objectif, où on va avoir de manière très rationnelle et très linéaire, on va réfléchir à nos objectifs, on va décliner quels sont les moyens pour atteindre ces objectifs, et on va les décliner jusqu'à l'opérationnel. Et donc le dernier objectif, le premier, va être de façon importante pour la démarche stratégique, et puis on va décliner ça dans sous-objectif, sous-objectif, jusqu'à arriver à l'objectif opérationnel en bas de l'échelle. Et on va contrôler avec des tableaux de bord comment on atteint nos objectifs. Donc ça, Mintzberg le qualifie d'une stratégie délibérée, planifiée et prédéterminée. Et pour lui, cette
vision n'est valable et ne correspond à la réalité en entreprise que dans un environnement économique extrêmement stable et sûr, un environnement certain. Or, et Mintzberg, ses travaux datent à peu près des années 70 et 80, et déjà, dans les années 70-80, l'environnement économique, il est devenu incertain, fluctuant, mouvant, avec des successions de crises qu'on n'a pas vu arriver, avec de l'énergie qui est là, qui est plus là, qui est chère, qui est pas chère, voilà, avec la mondialisation qui se développe. Donc, l'environnement économique est incertain. Et donc, pour Mintzberg, cela amène les entreprises, les décideurs et les managers à non plus utiliser une stratégie délibérée, planifiée et prédéterminée, puisque en fonction de l'environnement, ça n'a juste pas de sens, mais d'utiliser plutôt une stratégie dite émergente qui consiste à improviser en permanence pour saisir les opportunités que l'environnement vous propose et parer les menaces que l'environnement génère également. Donc ça, c'est la différence de vision qu'apporte Mintzberg en pensant que, en fait, dans la réalité, les entreprises, on peut toujours avoir une vision très planifiée, très organisée. La réalité fait que le terrain de notre marché va amener les entreprises à être agiles, encore une fois, l'entreprise agile qui va j'ai envie de prendre une image, mais que vous connaissez peut-être pas. Vous irez regarder sur internet la référence, d'être des barbapapas, c'est-à-dire des petits êtres qui peuvent prendre tout un tas de formes. Voilà, pour moi c'est ça une entreprise agile, c'est un collectif de barbapapas. Et vous irez voir la petite série Barbapapa, je suis sûre que ça se trouve sur internet. Partie 2, comment est-ce que l'on peut réussir à faire un choix stratégique et surtout quelles sont les solutions, les différents types de stratégies qui s'offrent à l'entrepreneur, au dirigeant. Alors, ça va rentrer dans sa vision à long terme des objectifs de l'entreprise, ça va rentrer aussi dans le travail sur ses valeurs, quelles valeurs il veut insuffler dans son organisation. Et donc, ça va lui donner une orientation des ressources et des efforts de l'organisation. On a déjà vu ce que c'était qu'une stratégie. Et ça va permettre surtout de positionner l'entreprise par rapport à son environnement concurrentiel, toujours dans l'objectif d'obtenir un avantage concurrentiel sur les concurrents. C'est parti! Alors, en premier lieu, il faut s'intéresser à ce qu'on appelle les facteurs de contingence. En management, on s'aperçoit que la stratégie des entreprises n'est pas déconnectée de son environnement. C'est d'ailleurs pour ça que dans le diagnostic stratégique, un des premiers éléments, c'est le diagnostic externe et le diagnostic externe macro, en macro-environnement. Eh bien, donc les facteurs de contingence vont être des facteurs qui vont influencer la stratégie de l'entreprise. On en a de deux catégories, des facteurs qui sont externes, directement, donc liés à l'environnement de l'entreprise, et on en a qui sont internes. Donc un facteur externe, par exemple, c'est l'évolution du comportement des consommateurs, l'arrivée des nouveaux concurrents ou leur innovation, les progrès techniques, la législation, la conjoncture économique. Donc finalement, tout ce qu'on retrouve dans le modèle Pestel que l'on a déjà abordé. Et puis, dans les facteurs internes, il peut y avoir l'âge de l'entreprise, une organisation qui est toute neuve, toute récente, va être encore en constitution, va être encore en train de chercher ses marques. Une organisation, une entreprise qui existe depuis 50, 70, plus de 100 ans, 200 ans, eh bien, des procédures vont se mettre en place et vont peut-être ralentir la prise de décision et sa capacité d'adaptation. La taille de l'entreprise, petite, moyenne, grande, ça va également avoir un impact. Une grande entreprise, on va avoir des objectifs beaucoup plus ambitieux qu'une petite. Et puis, les relations de pouvoir, les relations
qui existent dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a de bonnes relations? Quelle est la personnalité des dirigeants, la personnalité des managers? Ça donne le ton aussi dans l'entreprise, de l'ambiance de travail, de la répartition du pouvoir et de la prise de décision. Et ça va avoir un impact sur les choix stratégiques. Voilà pour les facteurs de gouvernance. On passe à la suite. Alors, le décideur, le dirigeant, je fais un petit switch, va avoir plusieurs types de stratégies qui vont être à sa portée, en fonction de ce qu'on a vu, sur qui il est, son entreprise, sa taille, les facteurs de contingence, l'environnement, etc. Ses forces et faiblesses, tac, tac, tac. On arrive à une première catégorie de stratégies qui s'appelle les stratégies globales. Vous les trouverez également sous le nom de stratégies corporate. Donc ce sont des stratégies qui correspondent et qui sont faites pour toute l'entreprise. D'accord ? De manière complète. Toute l'entreprise va être concernée par la stratégie globale. Alors ici dans cette vidéo, je vais vous donner les grandes lignes, mais vous allez recevoir en cours une synthèse extrêmement détaillée sur les stratégies globales. Donc ne vous inquiétez pas si ici ça vous paraît très rapide, c'est parce que vous allez avoir en cours une synthèse extrêmement détaillée. Donc quand on cherche une stratégie globale, en fait on n'a que deux alternatives qui s'offrent à nous en tant que dirigeants. La stratégie de spécialisation ou la stratégie de diversification. Bon, tout est dans le nom, hein, une stratégie de spécialisation, eh bien on va aller sur un seul domaine d'activité stratégique et on va donc se positionner et développer une compétence en tant que spécialiste d'un secteur en particulier. Donc ça présente plusieurs avantages, à savoir que puisqu'on va être spécialisé, on va avoir un effet d'expérience, on va développer encore plus notre expertise sur notre seul domaine d'activité et on va pouvoir notamment réaliser des économies d'échelle en étant sur un seul secteur. Le fait de pouvoir mutualiser un certain nombre de coûts, on va pouvoir réaliser des économies d'échelle. L'inconvénient d'une stratégie de spécialisation, c'est qu'on est complètement dépendant d'une seule activité. Et bien, vous voyez bien le problème, c'est que si cette activité, le contexte n'est plus favorable, les clients se détournent de ce produit, eh bien, on se retrouve le bec dans l'eau. Voilà. Pour faire une simplification. Concernant la deuxième option, la stratégie de diversification. Là, la diversification, et vous retrouverez dans la synthèse un détail sur la diversification et les spécialisations, avec notamment l'analyse d'un auteur qui s'appelle Igor Rantzow. Et donc la diversification, là on va avoir un petit peu plus d'options. On peut se diversifier vers de nouveaux marchés, avec le même produit. On peut se diversifier vers de nouveaux produits, mais en restant sur le même marché. Ou on peut faire ce que Igor Rantzow appelle une diversification totale, c'est-à-dire nouveau marché, nouveaux produits. Les avantages de se diversifier, c'est de répartir les risques. Vous avez bien compris, en spécialisation, si on est sur un seul secteur d'activité, eh bien, si ce secteur d'activité capote, eh bien, voilà, je me retrouve sans rien. Et mon entreprise, je mets la clé sous la porte. Si je me diversifie, eh bien, je répartis les risques. Et donc, je vais pouvoir ainsi améliorer la rentabilité de mon entreprise en répartissant les risques. L'inconvénient, c'est que d'aller vers un nouveau marché des nouveaux produits ou la totale nouveau marché, nouveaux produits en même temps, eh bien, c'est que ça a un coût. Ça, c'est un premier élément. Et puis, il peut y avoir un risque de manque de cohérence pour l'entreprise. Et si les clients ne s'y retrouvent pas parce que ce n'est pas cohérent, eh bien, on risque effectivement que cette diversification nous coûte plus cher et très cher et qu'elle ne nous rapporte rien. Donc d'accord, le coût d'une diversification, s'il faut développer des nouveaux produits, il faut du personnel, il faut le temps pour le développer, il faut mettre un budget de communication, il faut mettre un budget de développement, il faut mettre du budget de commercialisation, etc. Donc tout ça, ça peut être des coûts qui peuvent être extrêmement élevés. Donc une diversification, ça se réfléchit et
Voilà, avec un diagnostic interne, on peut voir comment on peut faire. On termine avec un autre choix qui peut être fait en termes de stratégie corporate. C'est un choix entre intégration ou externalisation. Alors, intégrer, c'est avoir une stratégie de faire nous-mêmes. On a déjà travaillé ce choix, hein, faire ou faire faire. Stratégie d'intégration ou stratégie d'externalisation, c'est ce choix. Quand je suis en stratégie d'intégration, je choisis de faire. Soit je choisis de faire et je vais développer mon activité vers l'amont, c'est-à-dire tout ce qui est avant moi, avant mes opérations, c'est-à-dire contrôler mes fournisseurs, les racheter, avoir des partenariats avec eux, travailler voilà, pour être dans l'idée où je vais maîtriser toute ma chaîne de production, du premier pied de coton jusqu'au filage et jusqu'à la création du t-shirt par exemple. Je peux avoir également le choix inverse, c'est-à-dire faire une intégration aval, c'est-à-dire à partir de ma production, aller maîtriser totalement ma distribution, mais pour pouvoir supprimer un certain nombre d'intermédiaires pour arriver plus facilement jusqu'au client. Je peux choisir également de réaliser une intégration complète, qu'on appelle une stratégie de filière, maîtriser toute ma filière, de la première opération à la dernière jusqu'au client. Quand on est en stratégie d'intégration, donc en la stratégie de faire nous-mêmes en tant qu'entreprise, eh bien, on a pour objectif d'améliorer la rentabilité, puisqu'en supprimant les intermédiaires, eh bien, on supprime leur marge et nous, on se la garde, donc on va avoir une meilleure rentabilité. Et également, on va grossir de cette manière et on va avoir un pouvoir de négociation qui va être nettement plus important vis-à-vis de nos concurrents et vis-à-vis éventuellement d'autres fournisseurs ou d'autres clients. Donc c'est extrêmement important, pouvoir de négociation. Hop, porteur, vidéo précédente, toc toc. Ok, ça c'est la stratégie, je fais et je m'arrange pour que tout soit fait dans mon entreprise. Donc j'intègre. D'accord, stratégie d'intégration. Et puis je peux prendre le choix inverse, d'accord, qui est non pas d'intégrer, mais d'externaliser. Alors quand j'externalise, c'est-à-dire que je vais faire par une autre entreprise des éléments qui sont nécessaires à mon fonctionnement. Donc ce que je vais externaliser, ce sont plutôt des activités support, jamais mes activités de cœur de métier, ou alors si je le fais, c'est une erreur stratégique majeure, puisque du coup, je donne les clés à mes concurrents pour pouvoir faire ce que je fais. D'accord ? Donc on va plutôt chercher à externaliser des activités support, vous savez, celles qui sont dans le bas de la chaîne de valeur, et plutôt que les activités qui sont plutôt créatrices de valeur ajoutée pour l'entreprise et qui vont faire son ADN, sa spécificité. Donc je vais aller chercher des partenaires à l'extérieur. Je peux même aller jusqu'à une stratégie d'essaimage, c'est-à-dire inciter une partie de mon personnel ou des gens que je sens dans l'entreprise à devenir ces partenaires que je vais externaliser. Donc je vais essaimer, comme la ruche essaime, en envoyant quelques abeilles créer d'autres ruches, c'est ça l'idée. Eh bien on va avoir une possibilité, quand je veux externaliser, éventuellement d'aller jusqu'à la stratégie d'essaimage. J'externalise jusqu'au bout du truc en proposant à mon personnel et en les accompagnant pour créer leur propre entreprise qui deviendra mon entreprise partenaire. On peut aller jusque-là. Donc on on externalise très souvent des fonctions qui ont peu de valeur ajoutée, comme l'entretien des locaux, l'entretien des espaces verts, des tâches particulièrement techniques, par exemple, comme la paye dans certaines PME qui est externalisée. On peut externaliser plein de choses. C'est vraiment toujours en fonction, évidemment, de l'entreprise et de son contexte. L'idée ici, en externalisant, c'est de réduire les coûts. Ça peut être également de bénéficier de l'expertise très pointue des partenaires, plutôt que nous de faire des choses de manière généraliste, mais d'avoir du coup des experts qui soient meilleurs que nous. Ça va permettre également de gagner en flexibilité dans la structure de l'entreprise. Le risque avec cela, c'est de perdre son savoir-faire, hein, c'est ce que j'ai dit au tout début, c'est-à-dire de finalement confier son cœur de métier et les clés de son cœur de métier à des partenaires qui, eux, vont s'en saisir pour leur propre
bénéfices. Et le dernier truc, pardon, le dernier point, c'est qu'on va pouvoir avoir un risque d'être devenir dépendant vis-à-vis de nos prestataires. S'ils ne nous servent pas la qualité nécessaire, eh bien on va se retrouver avec des difficultés. Demandez là en ce moment chez Peugeot s'ils n'ont pas des difficultés avec leurs airbags. Eh bien voilà, ils sont dépendants du prestataire, ils ne font plus par eux-mêmes cette partie-là. Et là, le prestataire n'a pas été à la hauteur des attentes de qualité. Peut-être pour une question de coût. Alors, vous voyez, c'est toujours ambivalent, quel que soit le choix que l'on fasse, que ce soit intégration ou externalisation, que ce soit spécialisation ou diversification, c'est jamais un choix qui est tranché, qui est tout blanc ou tout noir. Il y a toujours des avantages et des inconvénients, et ils peuvent changer à tout moment, puisqu'on a dit qu'on était dans un environnement économique incertain. Donc, on en revient à quelque chose que vous connaissez, que vous avez tous vu au cours de vos matières pro, à être toujours en veille et toujours connecté à son environnement pour ne pas se trouver dépassé par un revirement de situation qui vient de l'extérieur que l'on n'aurait pas vu. Voilà, c'est terminé pour les stratégies globales. On se retrouve dans une deuxième vidéo pour les stratégies dites de domaine d'activité stratégique, les stratégies de DAS. À tout à l'heure.